Kasongo Olenga. Kasongo Olenga. Je suis inspecteur général des finances. J'avais conduit la mission qui avait enquêté sur les forages. Je connais M. Mike Kassem. Non, je l'ai connu dans le cadre de nos enquêtes. Celui-là, c'est qui? Je ne le connais pas. C'est qui? Oui, comme ministre, oui. Mais pas, personnellement, on ne se connaît pas. Non. Non. On ne s'est jamais vu. On a échangé par... quand j'ai demandé les renseignements, par écrit, hein, vous me répondiez, on ne s'est jamais vu. Mais lui, on s'est vu, on a échangé plusieurs fois dans le cadre des enquêtes que nous menions. Vous êtes déjà assez Oui, je suis employé depuis longtemps. Je veux d'abord faire une précision. Ce dossier, nous on était en train de mener les enquêtes normalement dans le cadre de notre surveillance des opérations financières de l'État. Donc nous n'étions pas à la base de l'ouverture de ce dossier au niveau du procureur. C'est pendant qu'on travaillait, qu'on avait entendu dans les réseaux sociaux et par la suite à la presse qu'il y a eu un dossier ouvert, il y avait des interdictions de sortie du territoire. Et nous on continuait à travailler normalement. Jusqu'à ce que le procureur nous a demandé nos rapports. Et on n'avait pas encore terminé la mission. On était en train de mener nos investigations. Et on a transmis 3 rapports. Et généralement, comme nous sommes des OPJ, quand la justice se mêle, nous demande des rapports, ça nous dessaisit. On ne peut plus continuer les enquêtes, d'autant plus que quand la justice était mêlée, même M. Maïka était indisponible. Quand on passait là-bas, on ne le voyait plus. Donc on n'avait pas terminé nos enquêtes jusqu'au bout. Si vous voulez, je peux vous résumer les conclusions de notre travail. Oui. Dans la Cour en quelques mots, quelle est l'économie du contrat liant l'État congolais à l'entreprise de M. Mike Kassem? Ok. Le 21 avril 2021, entre le gouvernement congolais représenté par le ministre du développement rural, démissionnaire, puisqu'on venait de nommer un nouveau gouvernement 9 jours auparavant. Donc il était démissionnaire, il a signé ce contrat avec les consortiums Stiver, Construct et je vais voir ici et Sotrad Water, une entreprise belge qui avait signé qui était en groupement avec les consortiums Stiver, Construct, Cameroun, SARL. Alors, nous avons constaté que ce contrat n'avait pas obtenu l'approbation du Premier ministre, puisque un contrat d'une telle importance doit obtenir l'approbation du Premier ministre pour qu'il soit valide. Mais tel n'était pas le cas. Nous avons, dès que nous avons vu le contrat, nous avions des présomptions de surfacturation. Pourquoi? Puisque contrairement à ce qui a circulé dans la presse et dans les réseaux sociaux, on parlait du coût unitaire de 398 000 $ par forage. Nous, on a constaté dans le contrat qu'il y avait 3 types de forages. Il y avait... pardon? 3 types de forages. Avec des prix différents. Le premier type, il a une capacité de 2 mètres cubes et demi par heure et son prix unitaire était à 168 000 $. Le deuxième, de 5 mètres cubes par heure, avait pour prix unitaire 665 138 $. Donc on parlait que c'est déjà au-delà des 398 dont on parlait là. Et puis le dernier type de 10 mètres cubes par heure était de 994 142 $. Ce qui nous a fait tiquer. Nous nous sommes dit qu'on ne peut pas avoir des unités qui coûtent de cette façon-là. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons aussi vérifié au niveau de la douane, puisque dans les contrats, il était dit que
c'est Sotrad Water, l'entreprise belge, qui devait fournir les équipements. Alors nous sommes allés vérifier, puisque nous sommes en 2024, en avril 2024, mais les paiements avaient déjà commencé en 2022. Alors nous sommes allés à la douane, nous avons vérifié quelles sont les importations que ce consortium a effectuées. Alors là je parle en francs congolais, sur 155 milliards de francs congolais reçus par M. Maïka Senga, nous avons constaté qu'il n'y avait que 24 milliards d'importations. Ça nous a fait tiquer, puisque nous savons dans notre métier que nous pouvons reconstituer les prix des revenus d'un produit à partir de la comptabilité. Alors c'est en ce moment-là que la justice est intervenue, et chaque fois qu'on passait chez M. Maïka Senga pour demander les éléments, on trouvait plus grand monde là-bas, il y avait une ou deux personnes qui étaient là. Donc on n'a pas pu poursuivre nos investigations. Des importations qui représentaient 1/6 du montant perçu, on ne pouvait pas aboutir à un prix de ce type. Mais on devait le prouver. C'est ainsi qu'on faisait ces investigations-là. Alors, nous avons constaté aussi que le ministre du Développement rural n'avait pas indiqué les sites. Où M. Kassela devait implanter ses forages, alors que c'était prévu dans les contrats. Ce qui fait que lui-même était en difficulté. Il disait, je ne sais pas où je vais implanter mes forages. Et puis, il y avait aussi absence d'études préalables. On a demandé, est-ce que dans ce genre de contrat, il faut d'abord des études préalables. Il faut qu'on visite les sites, on fasse des études et puis on détermine les prix. Mais il n'y avait pas rien de tout ça. C'est ce que nous pouvons dire comme économie de ce contrat-là. Donc un contrat signé par un ministre démissionnaire, nous ne savons pas pourquoi. La surfacturation dont fait état votre rapport. Oui, l'argent était reçu, décaissé au profit de M. Maïka Senga depuis 2022, 4 tranches. Alors, dans ce Steve, c'est Sotrad Water, l'entreprise belge qui devait lui fournir les équipements. Mais nous avons vu qu'au mois d'avril, il n'y avait que, au mois d'avril, donc 2 ans après, au mois d'avril 2024, il n'y avait des importations que pour 1/6. Et l'installation, dans notre expérience, l'installation ne pouvait pas aller jusqu'à atteindre ce montant-là. Parce que vous avez vu qu'une catégorie de forage coûte à peu près 1 million, près d'1 million de dollars. C'est ce que nous avons payé. On n'a jamais vu ça dans notre métier. Les forages coûtent comme ça. On avait ce soupçon, cette présomption, et on devait confirmer cela par l'analyse documentaire. Ce qui a fait que quand la justice s'est mêlée, on n'a plus accès à la comptabilité de M. Kassenga. Et nous sommes restés au soupçon, comme on avait écrit dans notre rapport, il y a soupçon de présomption de surfacturation. Et si nous continuons jusqu'au bout, je crois qu'on va le démontrer. Mais par après, on avait appris par la presse que le bureau technique de contrôle avait mené des investigations et qu'il aurait confirmé ça. Mais moi, je n'ai jamais vu ce rapport. On a suivi par la presse. Le consortium qui a pris les engagements avec l'État congolais, c'est le consortium. C'est le consortium Stiver Construct Cameroun SARL et Sotrad Water. Stiver Construct Cameroun était représenté par M. Maïka Senga et c'est lui qui était le leader de leur regroupement là. Mais dans la pratique, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que le premier paiement était payé ailleurs, dans un autre compte, dans un groupement qui réunissait M. Maïka Senga et M. Bachili, c'est son nom, je crois. Je vais voir ici. M. Bachili. Alors qu'il n'était pas concerné par ce contrat. Donc ce groupement-là, entre M. Maïka Senga et M. Bachili, n'était pas concerné par le contrat de forage. Mais on a vu que 2 paiements ont été envoyés vers ce groupement-là. Et cet argent qui était allé dans ce groupement, c'est M. Bachili qui gérait ça. Parce que nous avons obtenu l'historique de tous ces comptes. Et dans le rapport que j'ai là, nous avons répertorié tous les mouvements de fonds de 71 millions de dollars qui sont entrés dans 4 comptes différents. Et dans 3 comptes différents, et comment ça a été utilisé et qui a donné l'ordre.
C'est ainsi qu'on a dit qu'il y a eu substitution, il y a eu apparition de personnes non concernées dans ce contrat. Vous avez retenu quelques faits à charge des différents acteurs. Oui. Et vous avez conçu un questionnaire. Voilà. Est-ce qu'il vous est arrivé de poser ces questions et obtenir des réponses des acteurs concernés? Puisque nous, comme il était déjà dans les dossiers, ces gens, on ne les voyait plus, les intéressés, on ne les voyait plus. Et on a fait ce rapport pour que lui, dans son instruction, il leur pose ces questions. Nous, on n'avait pas eu l'occasion de poser ces questions. Et ces questions conçues étaient-elles sur la surfacturation du marché? C'est que vous étiez vous-même convaincu de la surfacturation entre les acteurs? Je vois les signateurs du contrat. Celui qui a signé le contrat, c'est le ministre de l'Environnement qui avait signé avec M. Maïka Senga. Donc la surfacturation, pour nous, ça doit être retenu à charge de l'agent qui a représenté l'État congolais, puisque l'opérateur économique, lui, il vend à celui qu'il veut, à ce prix, au prix qu'il obtient. Donc pour nous, c'est le ministre Guy Mikoulou qui a la base qui a signé ce contrat-là. Et quelle est la part de la DGCRP pour cette surfacturation? Bon, eux, ils ont validé ça. Nous, on pensait qu'ils pouvaient aussi être étonnés comme nous, avoir les prix de ces forages, mais ils ont quand même accordé. Bon, on était curieux, on avait prévu aussi de l'interroger, mais on n'a pas pu le faire. Nous pensions qu'avant d'accorder, il devait aussi s'assurer que est-ce que c'est normal ce marché. Pourquoi il n'y avait pas d'autorisation du Premier ministre avait dit à la Cour qu'il y avait des instructions de la haute hiérarchie, mais dans tous les cas, dans la suite de l'exécution, le Premier ministre était toujours copié, était toujours ampliateur. Alors la Cour devait savoir, parce que vous reprochez cela au ministre des Finances, c'est même votre question phare, ce que vous avez suggéré. Oui. Alors, expliquez à la Cour comment ça devait se passer. Avant de notifier le contrat, avec les non-auditeurs, déjà qu'ils ont obtenu toutes les autorisations, avant de notifier le contrat au titulaire, donc au bénéficiaire du marché, il doit écrire au Premier ministre pour demander son approbation. C'est ça le principe. Mais eux n'ont pas fait ça. Puisqu'on leur a demandé, est-ce que vous avez la preuve que vous avez dit au ministre, il n'y en a pas. On a vu du quoi. Oui. Cette circulaire dit ceci: pour une dépense comme celle de marché, de ce genre de marché, le ministre devrait discuter de ça au Conseil des ministres avant de venir payer. C'est ce que dit cette circulaire-là. De réagir à la lettre du 27 mai du ministre de Finances adressée au ministre d'État, ministre du Budget. Mais la Cour répond que le prévenu Bota a déclaré n'avoir jamais reçu cela, cette lettre-là. Nous avons vu que d'abord, le ministre des Finances n'est pas parti au contrat. Donc il ne doit pas traiter directement avec les titulaires du marché, commencer à faire des paiements, prendre des initiatives. Tel que le contrat a été signé, lui doit attendre que M. Maïka Senga installe les forages et adresse sa facture au ministre de l'Environnement et au ministre du Développement rural. Il lui adresse la facture et c'est le ministre du Développement rural qui doit maintenant adresser une correspondance au ministre des Finances lui demandant de payer. C'est comme ça que ça devait se passer. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez Puisqu'il est copié dans la lettre, nous avons supposé qu'il avait vu la lettre et qu'il devait dire que non, ce monsieur n'a encore rien livré. On ne peut pas le payer. Puisqu'on lui a payé en 4 tranches. Le premier paiement, c'est 23 millions. On l'a dirigé vers notre compte. Le deuxième paiement,
toujours de 23 millions, mais on devait vérifier du budget qu'on paye les 23 millions là. En recevant copie pour information au ministre du Développement rural. Lui, normalement, c'est lui qui est maître de ce contrat. Il doit dire que non, on ne peut pas payer puisque rien n'est encore fait. Vous imaginez, on paye à partir de 2022, et c'est en 2024, en avril, qu'on vient livrer 29 forages sur 241 ou 141. Donc, le premier paiement, on n'avait rien fait. Deuxième paiement, il n'y avait aucune livraison. Troisième paiement, aucune livraison. Quatrième paiement, aucune livraison. Le quatrième paiement, il y a en vers fin 2023. C'est seulement en février, après avoir obtenu 71 millions de dollars, qu'on livre 29 forages que nous avons décriés aussi. Les conditions de réception aussi, nous avons décriées. L'État est à vos côtés. Oui. Le grief qui était retenu en son temps à sa charge, il va réagir. Il a réagi. Il a dit que dans un contexte d'inauguration, tout simplement, il n'avait qu'à signer les procès-verbaux de réception de cette nouvelle station, alors que vous attendiez, vous lui reprochez d'avoir signalé par ses agents, rien à signaler, alors qu'il lui incombait des devoirs de faire des constatations par rapport à la qualité. Lui dit que tel ne pouvait pas être le cas. Il s'est limité à signer des procès-verbaux pour réceptionner en vue de l'inauguration. Oui, une question précise. Oui. Vous avez mené des enquêtes, vous êtes arrivé au résultat, il y a eu des tournements. Ok? Oui. Et néanmoins, vous avez autorisé que les travaux continuent parce que vous avez donné un délai moratoire. Vous le savez? Oui. Dans votre engagement, ça signifie quoi? Même légalement, dans ces genres de marchés, on désigne une mission de surveillance. En principe, on devait désigner son service comme une mission de surveillance. C'est-à-dire que quand l'entrepreneur exécute son contrat, il y a une mission de surveillance qui vérifie si la qualité est respectée. Mais eux n'ont pas été sur le terrain, mais ils ont signé des PVA avec la mention rien à signaler. Quand on dit rien à signaler dans ce genre de marché, ça veut dire que tout est parfait. Alors qu'ils n'ont pas été sur le terrain pour vérifier tout ça. C'est ça que nous on avait décrit. Ils sont à Kinshasa, les travaux se sont faits à la province orientale, ils sont ici, mais signent les PV en disant rien à signaler. Quand est-ce qu'ils ont vérifié l'état de ces forages? Rien. Et puis, nous avons constaté ce qui est dans ce PV. La réception provisoire avait eu lieu en février, mais eux, curieusement, ils ont signé au mois d'avril, pendant que nous on était en pleine enquête. On a trouvé ça aussi curieux. L'exécution de ces marchés. Les contractants, c'est Mike Kassenga, et puis du coup, le nom de Liel Kassenga apparaît. Il y a d'abord M. Mike Kassenga, qui est avec la société belge là, qui constitue un consortium et qui signe les contrats avec l'État congolais. Mon remarque que Eliel Kassenga, qui est le fils de M. Mike Kassenga, et qui est au ministre des Finances pour lui demander de payer des derniers montants, là, les 13 millions, de payer dans un autre compte où lui il est gestionnaire de compte. Et il a effectué les dépenses sur ce montant. Nous les avons répertoriés dans les rapports avec les annexes. Même sa lettre qu'il avait écrite au ministre lui demandant. Il n'est pas parti au contrat. Le ministre des Finances n'est pas aussi parti au contrat, mais ils s'écrivent des lettres, ils exécutent. Alors que ça devait passer par le ministre du Développement rural. Moyennant facture, tout ça, service fait. Mais rien de tout ça. C'est ainsi que son nom apparaît là-bas. Et dans l'examen des extraits de comptes, on avait vu que régulièrement il retirait chaque jour à peu près 9 000 $, 9 000 $. On ne connaît pas, puisque le plafond à la banque c'est 10 000. Lui retirer ce montant-là, qu'il a fait aussi de transferts dans d'autres comptes. C'est ainsi qu'on l'a cité. Il devait normalement justifier cet argent, puisque l'argent a été payé dans des conditions. On ne pouvait pas payer cet argent, les 71 millions-là. On devait attendre les factures. Mais comme on a payé
De cette façon-là, donc on se rend compte que ces gens-là sont des bénéficiaires, ils ont bénéficié de cet argent. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? C'est ainsi qu'on cite son nom, qui vient dire qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent qu'il a géré. Dans votre patrouille financière, Oui. Dans votre patrouille financière, à quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu des détournement? Quand on regardait les extraits de compte des bénéficiaires de l'argent, c'est à ce moment qu'on se dit non, nous sommes devant un cas d'un détournement. On prend l'argent de l'État, on ne l'affecte pas au marché, on paye d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec les contrats et rien n'est fait. C'est à ce moment qu'on se dit que l'argent était détourné. Nous avons dit que cet argent est détourné puisqu'on devait voir les factures, après avoir livré les forages, on fait la réception et puis le ministre du Développement rural écrit au ministre des Finances pour payer. Mais rien de tout cela, qu'il n'y a rien, le ministre des Finances continue à payer par la procédure d'urgence. Et il paye même des personnes tierces au contrat. Et ils ont perçu même plus de la moitié de ils ont perçu 37 millions de dollars sur les 71 millions de dollars. Ça nous s'est dit que ça c'est un détournement. Comment l'argent peut quitter le compte du trésor et aller auprès des gens qui n'ont rien à voir avec les contrats? C'est comme ça que nous avons pensé que c'est un détournement. Aussi les personnes qui ont été intéressées par ce détournement. Nous avons vu son fils, M. Eric Kassel, a pris cet argent, M. Bachili a pris cet argent, et d'autres virements qui ont été opérés auprès de personnes que nous avons citées dans notre rapport. Si vous voulez, je peux les lire. J'ai ça ici. Les gens qui ont bénéficié de cet argent. La Cour lira le rapport. Ok, c'est bon. Vous avez l'équipement nécessaire. Oui, nous avons vérifié le Gombe et l'entrepôt de cette commune-là, c'est Kinshasa, je crois. Nous avons vu des entrepôts. Vous n'avez pas l'équipement voulu pour faire tout ça? Non, il y avait quelques équipements, mais ça ne pouvait pas faire tout ça. Et à l'intérieur, ils n'ont pas envoyé de matériel pour recevoir. On ne pouvait pas le savoir, puisque la mission s'est proposée de descendre avec une équipe de M. Maïka, c'est pas pour vérifier. À l'intérieur, on n'a pas pu le faire dès lors que la justice est menée. Mais sur place, à Kinshasa, vous avez fait. Nous avons vu des entrepôts, puisque c'est vraiment du matériel entassé, c'est difficile de traduire. On voulait seulement voir s'il y a quelque chose qu'on avait vu. Vous avez appris que dans le passé, ils ont eu à effectuer des travaux dans d'autres pays africains. C'est ce qu'ils ont dit, mais on n'en a pas eu la preuve. Qu'est-ce qui nous a mis à la puce à l'oreille? On constate d'abord que le contrat est signé entre Steve Constat Cameroun, une entreprise camerounaise, dont M. Mike Kasenga est dirigeant. Et puis quelques temps après, nous voyons apparaître Steve Constat Solectra, qui est toujours dirigé par, je crois, lui et l'autre, M. Bachili. Donc, on se demande, puisque dans l'argumentation pour signer les contrats, il disait qu'il voulait profiter de l'expérience de Sotra-Water. Sotra-Water semble-t-il être connu sur le plan international qui a fait ce genre de travail. Mais nous avons constaté que dans l'exécution du contrat, cette entreprise a été mise de côté, puisqu'on lui a posé la question, on lui a écrit. Il nous a dit que non, moi je me limite seulement à livrer ce qu'on me commande à Matadi, et puis entretenir, à faire des travaux de maintenance ou la formation. C'est alors que nous avons vérifié qu'est-ce que lui a importé auprès de lui. Pas à cette hauteur. Hein. Ils ont produit 29 forages. Disent-ils, non, on n'a pas vu ça. On a vu le PV, c'est 29 forages. Mais eux, ils ont reçu l'argent pour 241 forages. Et la réception des travaux par l'ancien ministre de Oui, nous avons jugé ça fantaisiste, puisque la mission de surveillance n'était pas sur le terrain pour vérifier les cas. 29. Non, 29. Nous avons les PV ici. C'était 29 au mois de février 2024. C'est pour toute la République, 9 à Kinshasa et 20 à Tchopo, je crois, dans la province orientale. C'était 29.
il était si comme l'enseignant, pas de 67. Peut-être qu'ils l'ont fait après, mais en tout cas, nous, la réception, jusqu'à la fin de notre émission, la réception c'est au mois de février 29. Nous avons les rapports en annexe. Vous avez tout à l'heure parlé d'un contrat ou de marché conclu en mode d'urgence. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire quoi? Toutes les lois relatives aux finances qui régissent les finances publiques, en matière de marché public, on exige que le dossier suive les circuits de la dépense. C'est-à-dire qu'il y a un ministre qui engage la dépense, et dans ce cas, c'est le ministre de l'Économie qui devait engager la dépense. Et il a un contrôleur budgétaire, un gestionnaire de crédit plutôt, qui vérifie tous ces éléments. Est-ce que le montant est bon? Est-ce qu'il y a eu des factures? Est-ce que le travail a été fait? Et puis après ça, les dossiers vont au ministère du budget. Il y a plusieurs vérifications là-bas pour éviter ce genre de choses. Mais quand les ministres des Finances court-circuitent ces circuits-là, donc toutes ces vérifications ne se font pas. Lui, normalement, il devait les faire. Il devait vérifier, mais il n'a pas fait, ou il a fait, mais il est passé outre. Parce que nous avons vu qu'il a fait 4 paiements sans que rien, l'État n'ait rien reçu. Alors que le contrat dit que ce musulman qui préfinance les travaux, qui vient présenter sa facture. Mais lui paye dans les vides comme ça, sans contrepartie. Nous, on pensait ceci. Si on était allé au bout jusqu'à notre émission, on allait évaluer le prix, les coûts de ce qu'a coûté ces travaux-là, les 29 forages, et la situation économique dans notre pays prévoit la structure des prix. C'est-à-dire qu'on vous donne, quand vous avez dépensé, autant vous avez une marge autant. C'est en ce moment-là qu'on allait voir que la différence là, mais on n'est pas allé jusqu'au bout. On pouvait le faire si on était allé jusqu'au bout. Mais nous, on ne peut pas dire de quel montant. Mais on connaît les acteurs qui ont pris l'argent et c'est lui qui a payé. Ceux qui ont payé. Il n'y a pas eu que le ministre des Finances. Il y a eu la vice-ministre aussi qui a payé 10 millions. Dans ce paiement, il y a 23 millions. Le ministre Kazadi, 23 millions. Deuxième paiement, 23 millions, le ministre Kazadi. Et puis, troisième paiement, madame la vice-ministre, aussi en procédure d'urgence. Et puis, quatrième paiement, ministre Kazadi. Depuis 2022, vous recevez l'argent. Vous payez, pour nous, l'inspection, c'est des paiements frauduleux. Vous payez sur base de rien. Ils ne peuvent voir pas les produits. L'argent, c'est bien autre chose. Surtout que quand nous sommes passés dans les comptes qui ont reçu cet argent, chaque fois qu'il y a eu paiement, quelques temps après, l'argent avait disparu. Ce qui fait qu'au mois de février, là, quand nous avons vérifié tout ce compte, il n'y avait plus rien sur les 11 millions-là. Il y avait vraiment, je crois, peut-être $1000 ou quelques francs. Pour nous, cet argent est allé où? Sinon, on allait voir la contrepartie. On n'a pas dit donc, les gens ont dit ça. Alors, il y aurait eu un commentaire positif en faveur de la société qui exécute ce contrat. Au cours d'une réunion du gouvernement, on dit qu'on a pris acte du travail qui s'est fait. Donc, quel commentaire vous avez par rapport à ça? Cet argent n'a pas été payé selon les normes. Le ministre des Finances devait attendre que le ministre du Développement rural lui adresse les factures présentées par M. Maïka Selouda et lui disant que j'ai travaillé pour autant de forages qui coûtent autant et lui devait payer. Mais lui il a payé et puis, en tout cas pour nous, jusqu'à ce qu'on a déposé les rapports, ce 29 forages qui étaient livrés, ça ne peut pas coûter 51 millions. Vous avez entendu le ministre des Finances? On l'a entendu à la télé, se défendait, mais il n'avait pas. Vous, dans votre travail, vous n'êtes pas allé jusqu'à l'atteindre pour savoir qu'est-ce qui s'était passé? Non, nous, on nous reproche d'avoir payé. Le contrat dit ceci. Monsieur Maïka Sega préfinance les travaux. Et puis il adresse une facture au ministre du Développement rural. Et puis le ministre du Développement rural transmet la facture au ministre des Finances qui paye. Nous, ce que les reproches, c'est qu'il a payé sur quelle base? Donc, sur quelle base? Vous mettez, parce que les finances publiques, c'est l'argent de l'État, ce n'est pas l'argent du ministre des Finances. Donc, il y a des normes qu'il faut respecter. Vous pouvez un matin, vous payer 23 millions dans un compte qui n'est pas renseigné dans les contrats. Et puis, ce type ne fait rien. Quelques mois après, vous payez encore 23 millions.
Et puis après, vous conduisez les paiements sans qu'on ait rien vu. Donc pour nous, c'est la fraude, c'est une fraude. Le cas du compte des tiers qui réceptionnait les paiements de l'État. Oui. Des tiers au contrat. Oui. Vous avez constaté par la suite que cet argent quittait le compte très rapidement. Voilà. Vous l'avez dit. Oui. Est-ce que vous pouvez dire à la Cour, disons, si vous avez pu vérifier la destination de l'argent qui sortait de ces comptes? Alors qu'est-ce que nous avons fait de tous ces comptes-là? Et toutes les sorties des fonds, nous avons répertoriées avec les bénéficiaires. Certains fonds sont allés dans les bureaux d'échange, d'autres ont connu il y a un virement là qui n'est pas clair dans les permis de paiement, on n'a pas pu retracer ça. Donc on voulait quand on allait finir, après cette opération, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait convoquer tout le monde qui a eu l'argent pour lui demander, tu as eu l'argent de l'État, qu'est-ce que tu en as fait? Vous voyez, nous sommes arrêtés au niveau de la banque, nous avons répertorié toutes ces sorties des fonds, avec les gens qui ont, tous ceux qui ont mouvementé ces comptes-là, qui ont débité ces comptes. Donc, nous avons dans le rapport, nous avons leurs noms avec les virements qu'ils ont fait. C'était d'abord dans leur groupement là, qui n'a rien à voir avec le marché. Et puis c'était encore en tant que sous-traitant dans les forages aussi. C'était encore bon, il est payé deux fois. D'abord en tant que membre de leur groupement là, qui n'a rien à voir avec le contrat. Et puis en plus, il se paye comme sous-traitant. Oui, et puis je préfère lire, puisque le montant de ce que vous venez de dire. Oui, on va. Bachili, c'était 37 millions sont entrés dans les comptes pour lui, et lui gère, M. Bachili. 37 millions de dollars. Et puis lui, comme sous-traitant, il a eu, je n'ai pas les mots, mais je vais regarder rapidement ici, je peux voir. C'est dans votre rapport? Oui, c'est dans notre rapport. Et tout à l'heure, là, j'ai regardé ça dehors, là. Lui, dans ces lettres-là, c'est dans le cadre de ce contrat-là signé entre M. Maïka Senga et le gouvernement congolais. Donc c'est dans ce cadre-là, les lettres sont en annexe. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de confusion possible. D'accord. Mais Mike fait réagir. Vous confirmez ce que le troisième enseignant vient de déclarer. La réception des travaux s'est faite au mois de février. Et 2 mois après, pendant que l'IGF est déjà sur le terrain, vous êtes à établir un rapport. Vous confirmez cela? Il y a eu exactement 4 réceptions provisoires. La première réception fut pendant que nous n'étions pas là, en 2023. La deuxième réception en février dans la province de la Djoko, ce qui a ramené le nombre des ouvrages réceptionnés de 9 à 29, puisque Samuel a réceptionné 20 ouvrages. C'est après que la Cour a réquisitionné, donc le parquet, toutes mes excuses, le parquet a commencé les activités, mais pendant ce temps-là, les activités n'étaient pas suspendues. C'est ainsi qu'au mois d'avril, nous avions accompagné encore notre critère pour la réception des ouvrages en Bandaka et plus tard après dans le Kassai central. Donc, cette époque-là de février, nécessairement, certainement, l'IGF aurait suspendu ses activités. C'est pour cela qu'il a les rapports des 29 ouvrages réceptionnés. J'ai suivi, c'est-à-dire que jusqu'en février 2024, il y a eu une réception de 29 ouvrages, jusqu'à ce que quand on a terminé, au mois d'avril, je crois, quand la suite là, on n'a pas vu, et puis on n'a pas. De l'IGF, comme quoi Batili aurait eu 37 millions sur un compte qu'il gérait. Faux. Les 37 millions dont il parle ici, j'ai son document ici, il parle du paiement de Steve Construct sur les plans de joint venture. Ça, c'est nous, les titulaires du compte. Et la joint venture, on a dû expliquer que nous étions en joint venture avec la société sur le plan de M. Batili, qui avait comme pour mission de rechercher des financements sur l'exécution
comme l'autorise le contrat. C'est le montant de 29 904 000. Et il additionne aussi, frauduleusement d'ailleurs, Steve considère que sur l'état, 13 millions. C'est ce qui fait les 37 millions dont il parle. Et donc, ça n'a jamais été bénéficié par M. Batili, il n'a géré aucun compte de quoi de ce gouvernement. C'est nous. Tout ce qu'il raconte là, je ne sais pas d'où est-ce qu'il tire ça. Son rapport est ici. Batili n'a jamais eu ce montant-là. En tant que sous-traitant, nous avons des factures, nous avons ici même des suites, même des ordres de paiement, que nous avons effectué sur ce compte en tant que sous-traitant, conformément au contrat de sous-traitance qu'on a signé avec ces sociétés. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'il parle ici, il a géré le compte, tout ça c'est faux. D'ailleurs, pour votre gouvernement, M. le Président, M. Batili était entendu par le PG à ce sujet. Et il a confirmé le montant que nous avons payé dans le cadre de la sous-traitance et qu'il a exécuté partiellement les travaux et que d'autres travaux, il va le faire comme il avait sollicité 6 mois au niveau du parquet général. Donc, ce que M. le secrétaire est en train de dire, je ne sais pas d'où est-ce qu'il tire ça. Alors, concernant Sotrate, j'ai entendu ici que Sotrate a dit, c'est pas Sotrate a fait. Dans leurs enquêtes, ils s'adressaient à Sotrate sans nous informer. Et Sotrate nous renvoyait toutes ces correspondances et leurs réponses. Il leur disait, alors j'en ai une ici, Sotrate disait que, voilà, dans ce document ici, dans une correspondance qu'ils ont adressée à l'IGF, il dit, notre prestation se limite à la fourniture au port de Matadi des équipements des stations pump and drink et à la formation technique aux installations et à la maintenance des opérations de notre partenaire. Nos équipements fournis ne constituent qu'une partie des infrastructures déployées dans les villes, les villages, le conseil de Cameroun, au bénéfice de l'opération congolaise. Donc, Sotrate ne nous livre qu'une partie. Dans ce que nous faisons, il y a des milliers de composantes. C'est ce qui justifie les paiements vers les différents fournisseurs. Vous verrez par exemple ici, Sotrate nous parle il confirme la production de 186 pompes que vous voyez ici. Alors, quand eux écrivent à Sotrate, et ils ne nous mettaient pas au courant, Sotrate nous les renvoyait vers nous. Il leur disait non, il faut aller voir avec M. Mike. C'est quelqu'un d'honnête avec qui nous travaillons. Et donc, nous ne livrons qu'une partie du matériel. Ça, c'est le courrier que Sotrate a écrit à l'IGF et nous a mis en copie. Ça y est ici. Sotrate ne livre pas toute la totalité des composantes de la station. Vous verrez les paiements dont il parle. Mais il parle des bureaux d'échange. Mais effectivement, il existe qu'ils soient payés en dollars américains. Or, le Trésor nous paye en francs congolais. Nous recourons auprès des bureaux d'échange officiellement installés au niveau des banques pour avoir des devises et acheter le matériel localement. Qu'est-ce qu'on achète localement? Nous achetons des ciments gris, des ciments blancs, des fers à béton, nous achetons des produits chimiques pour le traitement d'eau, le chlore, le polyémère et même les barres de fer. Nous achetons localement au niveau des fournisseurs locaux. C'est ce qui fait que ces différents transferts sont justifiés par ça. Mais dire que le détournement est prouvé par le fait que M. Batili a eu 37 millions. Faux, archi faux. C'est moi qui gère la société. Je peux envoyer à mon employé d'effectuer des paiements à mon nom. Donc, ça n'a rien à voir avec le temps du gouvernement. Et tout ce qui est fait. Il s'agit d'une lettre adressée par lui au ministre. C'est ce que j'ai dit. J'aurais aimé voir la copie de cette lettre-là. J'aurais aimé la voir. Il ne peut jamais adresser au ministre des Finances un téléphone. Impossible. Il y a des
Oui, j'aurais aimé que c'est ce courrier-là. Et puis nous avons fait les relevés de tout ce qu'il a retiré. Qui avait retiré? Eliel. Oui. Nous avons des relevés ici. De M. Maï Kassenga, je suis technique. Je reste dans la technicité. Surtout pour ceux qui viennent déposer. J'ai suivi religieusement et attentivement l'inspecteur envoyé par l'IGF. Et j'ai lu le rapport qu'ils ont communiqué. Il a prétendu devant votre cour qu'ils auraient appris par les réseaux sociaux. Je commence par vous dire non. Il doit être sincère. Ce sont eux, par contre, qui ont fait à 2 reprises des rapports qu'ils sont allés déposer au parquet général avant qu'on ouvre cette action. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Maintenant, la question à poser, pour eux, je l'ai suivi aussi. Le fait pour le ministre, l'ex-ministre des Finances de payer en mode d'urgence, sans respecter la procédure, c'est poser la question, c'est en cela consiste le détournement. Première question. À l'égard de mon client, Maï Kassenga. Deuxième sous-question. Il prétend, et c'est dans les réseaux sociaux qu'ils ont trouvé, est-ce que telle est la loi qui les autorise, eux, dans leur bâtiment, qui autorise l'IGF, je dois être clair, de lui-même, il s'élève, il se fait lui-même un ordre de mission, lui-même, de ses propres mains, il manibus quaeso, il signe, il dit, allez enquêter sur tel dossier. Et après avoir enquêté, lui-même prend les conclusions, les 2 rapports, il les transmet au parquet général. Est-ce qu'il y a-t-il une base légale? Avait-il une base légale qui leur donnait ce pouvoir-là à l'IGF? Parce que de notre côté, je précise, pourquoi? Je précise que l'IGF, c'est un OPJ à compétence restreinte. L'article 12 de la loi créant, disons, la loi qui le crée, précise clairement que l'IGF doit agir sur réquisition des autorités judiciaires. Mais dans cette procédure, nous avons constaté une autre chose. Et nous avons constaté l'inverse. L'IGF lui-même, il va se requérir, il fait les enquêtes et il transmet au parquet. Le poser, lui, s'il avait une base légale qui lui a permis de pouvoir procéder de cette manière. Les éléments effectifs du détournement dans le chef de mon client, Mike Kassenga. Parce que, il vous dit, on n'a pas terminé le travail. Mais il est venu ici, détournement des deniers publics. Un terme très pompeux. Est-ce qu'ils reconnaissent avoir déchiffré dans le comportement de Mike Kassenga, qui est mon client, les éléments effectifs du détournement pour conclure à cela? J'aimerais intervenir à ce niveau parce que on voudrait vous écarter des vrais débats. Comme vous l'avez dit, l'organe de poursuite, c'est nous, ce n'est pas l'IGF. Et c'est à nous d'éprouver les détournements que nous mettons à charge de son client. C'est qui fera l'objet de notre réquisitoire. Deuxièmement, M. le Président, il est vrai que l'IGF, les agents de l'inspection générale des finances, sont des officiers de police judiciaire à compétence restreinte. En dehors de leur qualité d'OPJ, ils ont aussi leurs attributions comme un service technique. Ils peuvent mener une investigation dans le cadre de leur attribution technique, mais lorsqu'ils se rendent compte des faits infractionnels, c'est à ce moment que leur qualité d'OPJ intervient et
après leurs investigations, ils transfèrent les dossiers à l'officier ministère public. Donc, rien ne leur interdit de procéder à des investigations et qu'au cours des investigations, ils se rendent compte qu'il y a des éléments infractionnels dans les investigations auxquelles ils ont procédé, et à ce moment-là, ils vont transférer leur dossier au niveau du ministère public. Je crois qu'à ce niveau, il n'y a pas un problème. Et les dossiers, je vous le certifie, n'a pas été ouvert suite au procès verbaux de l'inspection générale des officiers de l'IGF. C'est un dossier ouvert d'office à notre office, c'était la méthodologie. C'est par après que les dossiers avaient déjà été ouverts que les PV de l'IGF, ce ne sont pas des PV, les rapports, il faut une précision, c'est après que les dossiers avaient été ouverts à notre office que les rapports de l'IGF sont venus pour renforcer, pour nous aider à mener nos investigations. Nous l'avons entendu parler, que lui-même a déploré la manière par laquelle le paiement se faisait. Est-ce que peut-il confirmer à votre cour que le paiement qui se faisait entre le ministère des Finances et l'exécutant ne se faisait pas parce que le ministre sectoriel adressait ses demandes à ces derniers? Est-ce que peut-il confirmer que ce paiement, dans ce paiement, le ministre sectoriel était en dehors de ses circuits, tel qu'il l'a déploré dans ce mot? Non, mais c'est le ministre des Finances. Mais il y a eu quelques correspondances où les ministres du développement aussi écrivaient pour demander qu'on paye. Je ne peux pas me rappeler, c'est un gros rapport, si je peux fouiller, je vais voir, puisqu'on a tout documenté avec les annexes et les lettres. Donc il y a eu des cas où il a écrit aussi. Ah, je ne peux pas retenir, plus d'une fois en tout cas. On a même relevé ça. Vous avez demandé les vous êtes au courant de ça? On doit être au courant de ça, parce que c'est tout. Bon, je ne peux pas préciser 4 fois, mais il a écrit. Maintenant, c'est de poursuivre à la suite des difficultés trouvées dans l'élection. J'ai des hésitations. Parce qu'en fait, le enseignant a dit qu'il a reçu le relevé des comptes où était déposé l'argent après que ça arrive dans les comptes de la société, si vous voulez, prestataire. Est-ce qu'il peut mettre à notre disposition tous les noms? Ou autrement, est-ce qu'il y a eu un seul dollar allé dans les comptes de M. Oubota? L'enseignant et les réponses Mike, lorsque j'ai entendu les différents mouvements, la façon dont ces mouvements se faisaient par le ministre des Finances et par la vice-ministre des Finances, dans des comptes qui n'étaient pas renseignés, je me suis dit qu'il y avait déjà un autre contractant qui existait, ou transféré dans des comptes qui n'ont jamais été renseignés par nous. Alors, ces questions financières-là étaient traitées autrement, en ordre de commun. Comme j'ai souligné qu'à toutes les fois qu'il y avait un paiement, il y avait un certain nombre d'employeurs, sauf mon ministère. Et aussi dans les comptes qui sont autres que ceux rassurés. Et j'avais même dit, si ces lettres ne parvenaient, rassurez-vous que j'allais les poser. J'allais les poser. Si des lettres comme ça me parvenaient,
où on indique un paiement qui va dans un autre compte qui n'est pas indiqué dans le contrat. J'allais déposer, comme je l'ai fait lorsqu'il était question, 350. J'allais lui opposer et recevoir. Quand vous voyez un chèque qui est payé en procédure d'urgence et qu'après coup il n'y a rien, vous comprenez. Dans l'espèce, on a adopté les modes de paiement. Nous ne sommes pas là au mode de paiement. On dit est-ce que vous saviez que notamment ce paiement était dû au fait que s'il a demandé qu'on lui donne l'argent pour faire ça, c'est parce qu'il y avait le Covid et que les banques ne pouvaient plus fonctionner. Autrement dit, est-ce qu'avec la garantie financière qu'il avait obtenue, oui ou non, Solidaire Banque, c'est Solidaire qui devait payer? Oui ou non, vous le saviez? Oui, c'est Solidaire. Mais maintenant, il y a le Covid. Solidaire est à mesure de payer et ne pouvant pas s'exécuter, il a recouru au ministre sectoriel qui a écrit pour qu'on lui donne l'argent. On est en difficulté, on doit faire un avenant approuvé par la Direction générale du marché public, le contrôle des marchés publics. On peut faire l'objet de l'avenant. Qu'on puisse contracter. Vous êtes au courant de tout ça? Non, on n'est pas sur base des documents et des faits. Quand quelqu'un me dit qu'on m'a dit, comment on peut le croire? Le problème de Covid, on devait aussi laisser les choses dans cet état-là. Parce que déjà avec les jeunes. Alors le problème qui se pose, monsieur le président de la Cour, je ne suis pas juriste, je ne sais pas comment vous êtes composé, monsieur le président de la Cour, même si on avait payé en procédure d'urgence et qu'il y avait eu des forages, il n'y aurait pas eu de problème. On allait voir des noms, voilà, j'ai violé la loi, mais c'est là. Mais jusqu'aujourd'hui, la contrepartie n'est pas là. C'est ça le problème. Est-ce qu'on a déjà reçu 241 forages? Il devait s'adresser à qui pour que le ministre des Finances paye? Il devait s'adresser au ministre. Il soumet les dossiers, il en discute, et puis il vient payer. Initialement, c'était prévu qu'on doit livrer 1000 forages. Oui, 1000 forages dans 5 ans. Le ministre des Finances, dans ce PV que nous avons, il dit c'est grâce à lui, au lieu de 1000 forages, on est passé à 2340. Autrement, alors l'intéressé dit non, c'est par un esprit citoyen qu'il a consenti de lui-même de donner les 340 forages. Vous êtes au courant? Dans laquelle il écrit au ministre du développement rural pour lui dire qu'il a décidé d'augmenter le nombre de forages de 1000 à 1340. C'est dans l'informel. Nous savons que dans pareil cas, on fait un avenant. Il n'y a pas d'avenant jusqu'aujourd'hui. Si il ne fait pas 1340 forages, il n'installe pas 1340 forages, lui il va dire que non, le contrat est là, j'avais souscrit pour 1000 forages. Il aurait dû faire un avenant, il n'y a pas d'avenant, c'est dans l'informel. Des agents de l'État qui ont représenté l'État dans ce marché-là. Aux sites, aux attributions de sites pour implanter les stations de forage dans le rapport. Parce que quand il dit, lui-même, il s'est dit, bon, on vous a donné l'argent, 3 ans après, il n'y a rien. Je voulais savoir qu'ils nous disent, n'est-ce pas, les sites ont été attribués à mon client, oui ou non, tel qu'ils l'ont dégagé dans le rapport. Signé sans études, il n'y avait pas de site. M. Mike était en difficulté pour aller négocier à gauche à droite pour avoir des sites. Vous voyez un peu un contrat d'une telle importance, donc sans études, M. Maïka ne sait pas où il va mettre ses installations, c'est ça. Donc il n'avait pas tous les sites. Et jusqu'à la fin de la dernière fois qu'on s'était vu, il s'est plaigné aussi du fait qu'il n'y a pas de site. Mais le contrat a été signé, l'argent payé, malgré qu'il n'y a pas de site. Est-ce que, selon lui, à cause de l'absence de site, d'après lui, on fait la contrepartie. Disons que quand vous prenez l'argent, vous savez que vous n'avez pas de site, mais vous prenez quand même l'argent. Et puis nous vérifions dans votre compte, il n'y a plus cet argent. Qu'est-ce que l'on peut penser? Je suis sur le retard. Justifié parce que l'État, Mike n'est pas l'État. Il peut le choix, oui. Nous attendons maintenant, dites-nous, on place la station où? Est-ce que ça ne peut pas être justifié? Puisqu'on n'a pas encore installé. Où est parti l'argent? Vous voyez?
Si l'argent était dans les comptes, on allait justifier ce retard-là. Mais l'argent n'est plus là. Chaque fois, les 4 paiements là, chaque fois qu'on fait un paiement, l'argent disparaît après dans un laps de temps. Alors cet argent est allé où? Après ce constat-là, vous savez, maintenant les travaux sélectifs. On a pu suivre ça, on est dans plusieurs dossiers. Vous êtes venu pour ça. Oui. Vous savez que les travaux sélectifs. Non. Peut-être ils ont gardé l'argent à la maison, sorti l'argent de la banque, ils ont mis à la maison. Et puis après, dans les contrats, il est prévu qu'en cas de retard, il y a des pénalités. Par mois de retard. Et il doit payer ces pénalités-là à cause de ce retard. C'est comme ça que moi je vais réfléchir. C'est M. Mike à laquelle vous avez fait allusion. Lettre dans laquelle il manifeste son esprit citoyen pour passer de 1000 stations à 1340. C'est ça de quand ou des infractions. Mais quand vous payez en urgence et que les biens n'est pas livré, vous voyez, au mois de juin, quand nous avons fait ce rapport-là, on n'avait pas vu pour nous qu'est-ce que nous pouvons dire. C'est ça. Et si on leur a demandé où est la lettre que vous avez adressée au Premier ministre, lui transmettant le contrat, le projet de contrat pour qu'il approuve. On n'a pas eu cette lettre jusqu'aujourd'hui. Et pour nous, nous avons considéré que cette lettre n'a pas existé. Si elle est là, nous allons changer la lettre. Alors, c'est lui qui vous a précisé. On doit avoir que lorsque je suis entré en fonction, j'ai trouvé des contrats en train de s'exécuter avec déjà des forages et des stations d'eau implantées ici dans la ville de Kinshasa et des travaux qui avaient déjà commencé dans d'autres provinces de ce pays. Les travaux ont commencé sans que le Premier ministre ait été saisi. Je ne peux pas imaginer ça. Parce que c'est commencé avec les 15 jours. Tiens, qu'on vous apporte un temps qu'on attend les autres qui ont été. Nous serons prêts toujours, tout le temps. Pour entendre les ministres des Finances, l'ex-ministre des Finances, et prenez l'autre. Quand vous allez rester dans votre grève, là, c'est pour faire autre chose. Et le ministre, l'ancien ministre du Développement rural qui a signé les contrats, c'est Guy Mikourou. Oui, son adresse a eu aussi, dans lequel il a ouvert. Et à l'audience des remises, nous aurons besoin de notre ami le chargé de l'Office national de l'hydraulique et de l'uranium. C'est ça? Oui, le DG. S'il y a des choses qui vous échappent avant que vous n'arriviez, venez avec quelqu'un d'autre qui pourra vous dire. Ok? Non, il y a parmi les gens qui étaient là, on n'a pas refait l'équipe d'une façon générale. Il y a des anciens. Vous avez vu vos agents qui sont à l'intérieur. Si réellement ils accompagnent, de venir à votre droite dans l'exécution de cette travaux. Okay? Que d'attendre les rapports, votre rapport risque de venir avant la décision. Ça va? Si le devoir va se limiter seulement à entendre le témoin. Parce que... Nous a suivi, ça c'est une question. On vous a posé la question, vous êtes prêts? Maintenant, nous sommes on verra parce que nous avons cité, on va faire appel à cette témoin qui devait d'ailleurs comparaître aujourd'hui. Il y a un qui a écrit pour l'élève et l'autre qui n'a pas été atteint. Notamment, c'est sa préoccupation qui du coup de son nécessaire, il faut qu'il soit là. Oui, monsieur de la Cour, nous vous comprenons. Parce que... Mais nous voulons que vous puissiez nous donner, je sais que vous allez me dire que vous ne donnez pas de garantie. Mais complète quand même ce dossier. Après avoir entendu les témoins là qui ont écrit, une fois terminé, nous plaidons, nous terminons. Et éventuellement plaider. Soyez prêts. Oui. Nous sommes d'abord les ministères publics, c'est quand si je ne veux pas les citer là, parce que vous ne pouvez pas plaider avant que vous. Lui, il a pris 6 mois avec ce dossier. Mais vous voulez prendre combien? Non, non, c'est lui, il a plus ça suffit. Nous remettons. Nous lèvons de ça. Vous pouvez disposer, à moins que vous restiez où le lien de dossier.
Au vu de toutes ces dépositions, qu'est-ce que vous avez retenu en tant que président? Écoutez, d'abord, je dois me réserver parce que c'est une affaire qui est déjà devant le Conseil national. S'ils ont dit qu'il y a des gouvernements ou de facturation, ça n'engage que. Je voudrais que vous tous les journalistes, vous puissiez attendre les jours de la conférence. Comme ça, vous allez découvrir ce que nous avons communiqué à la Cour et l'affaire déjà prise en tribunal devant la Cour. Comme ça, vous allez éclairer. Maintenant, on ne peut rien dire parce qu'il y a l'erreur entre la justice et la presse. Donc, c'est par élégance. Deux témoins qui doivent encore venir. Il y a l'ex-ministre du développement rural qui avait signé le contrat et l'ex-ministre des Finances qui a écrit une lettre aujourd'hui demandant qu'il est en Europe pour des raisons de soins de santé et il sera ici avant le 9. C'est pourquoi on a renvoyé l'affaire le 9 pour qu'il vienne éclairer la lanterne de la police. Droit et finance, droit et finance, droit et finance.